Radio 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h21, le petit déjeuner de l'actu, ça continue. Sur la route des hommes, son nom aux éditions Grasset. Bernard-Henri Lévy est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Philosophe, écrivain, cinéaste et reporter. Oui, et coup double même, parce que donc il y a ce livre, Bernard-Henri Lévy, et il y a aussi ce film qui sera donc visible sur Canal+ avant France Télévisions dans quelques jours, le 22 juin, et ensuite dans les salles de cinéma. Une autre idée du monde où vous allez sur des terrains de guerre bien souvent oubliés. Alors, j'aurais peur aussi de les oublier en les citant, mais la Somalie, le Nigeria, l'Ukraine, le Nigeria, vous avez vu, il y a eu un nouveau massacre encore ce week-end, la Libye, l'Afghanistan. Qu'est-ce qui vous fait courir dans ces zones de guerre où l'on côtoie la mort, Bernard-Henri Lévy ? Le fait que je trouve insupportable qu'il y ait une partie de l'humanité qui soit damnée. Voilà, la damnation, et surtout quand elle n'est pas... quand elle est évitable, quand elle n'est pas l'œuvre des dieux, mais l'œuvre des hommes, quand c'est les hommes qui damnent d'autres hommes, ça me paraît insoutenable. Bien souvent, c'est au nom d'un dieu aussi. C'est au nom d'un dieu, mais en vérité... Souvent, pas bien toujours. sûr, c'est souvent au nom d'un dieu, mais pas toujours. C'est au nom d'un dieu quand c'est Boko Haram ou les Fulani au Nigeria, mais c'est pas au nom d'un dieu quand c'est en Ukraine et quand c'est Poutine qui lâche ses chiens de guerre contre les résistants ukrainiens. Donc, ces guerres oubliées, ces gens qui meurent en grand nombre, ces humanités locales. L'idée même, l'idée même d'une humanité locale est une idée qui me rend malade. Et ça, c'est depuis que je suis jeune homme, je n'ai pas changé de ce point de vue. Donc, quand Paris Match... Olivier Royan, votre confrère, décédé en décembre dernier, et Hervé Gattegno, le directeur du journal, quand ils m'ont proposé ça, c'était juste au début du confinement. Reprendre la tradition des écrivains reporters de guerre, reprendre la tradition de Lucien Baudard, de Graham Greene, de quelques autres, et choisir avec eux 6, 7, 8, 9 lieux un peu hors d'atteinte, où on va pas beaucoup, et en rapporter des histoires. J'ai sauté sur l'occasion. Mais ça n'est pas qu'un constat, c'est-à-dire que vous n'êtes pas que reporter, vous vous engagez, parce que reporter, oui, mais vous essayez de changer les choses. Absolument. Il y a beaucoup de reporters bien meilleurs que moi en France et à Paris Match d'ailleurs. Il y a des reporters magnifiques, Flore Olive, Régis Le Sommier, il y a plein de reporters. Moi, ma petite particularité, c'est que quand je vais quelque part, c'est en effet 1 pour raconter, mais 2 pour produire un effet. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous pensez que ça fonctionne ? Ça dépend, oui. Quand je ramène Massoud, le père, à l'époque à Hubert Védrine, en l'an 2001, Massoud le fils à Emmanuel Macron en 2021, quand je ramène le président, quand j'aide à sortir de Sarajevo assiégé le président bosniaque, que j'amène à François Mitterrand. Quand mon papier sur le Nigeria, celui qui est dans ce livre et qu'on voit dans ce film, quand il est publié aux États-Unis et que ça provoque un petit électrochoc dans les cercles de dirigeants de Washington, ça, c'est vraiment des effets. Quand François Hollande reçoit des chefs militaires kurdes contre tout protocole, parce que je l'ai après, à l'époque où je tournais mon film précédent, Peshmerga, il les reçoit à l'Élysée, il les écoute, il les soutient, il met en place tout un plan de soutien et d'alliance stratégique. Bien sûr, ça sert. Donc, je suis pas un journaliste objectif. Moi, je suis un écrivain. Oui. Voilà, et j'ai des partis pris. Et dans ce film, dans une autre idée du monde, c'est vrai que je choisis mon camp. Entre les chrétiens du Nigeria désarmés et les gens de Boko Haram et leurs milices Fulani, c'est pas 5 minutes pour Hitler et 5 minutes pour les Juifs ou les Tziganes. Je prends parti résolument pour les chrétiens massacrés. Voilà. Dans les questions qui fâchent aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy, puisque ça fait une trentaine d'années ou 40 ans, vous l'avez dit, que vous parcourez le monde, depuis 20 ans, 25 ans, vous avez revu, et beaucoup en Libye, on vous avait critiqué. D'ailleurs, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous brocardent un petit peu de vous mettre en scène à travers en fait, ces conflits ? Mais il faut aborder toutes les questions. Je leur réponds rien, je m'en fous, je m'en fous complètement. Ça vous touche pas? Non, ça ne me touche pas. Après, il y a des réponses. Je me mets pas en scène. Je filme
avec mon camarade et co-réalisateur Marc Roussel, des événements que je suscite, des événements que je provoque. Donc, inévitablement, je suis dans le champ. Vos auditeurs découvriront, s'ils se branchent sur Canal le 22 juin, ils découvriront par exemple en Libye une scène ahurissante, je trouve, qui est une embuscade dans laquelle nous tombons. Nous sommes Gilles Herzog, Marc Roussel, Olivier Jacquin, mon caméraman et moi-même dans des voitures. Nous sortons d'un killing field à Tarhouna et on est pris sous le feu d'une bande de malades mentaux. Est-ce que c'est probablement des islamistes? On ne sait pas très bien. Une embuscade, des coups de feu, une espèce de rodéo bizarre. Qu'est-ce que je vous dis? Il n'y a pas à être dans le champ ou pas être dans le champ. C'est moi et mes camarades qui sommes les sujets de cette scène. Mais justement, vous dites, il y a un parti pris, mais qu'en est-il de votre sécurité? Parce que vous devenez forcément à un moment donné une cible. Écoutez, ma sécurité, le fait d'être moi, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que j'ai des accès que d'autres reporters n'ont pas. Et ça, c'est incontestable. Vous mettrez du temps à avoir. Ou aurait du temps à avoir, je vais plus vite, je gagne du temps. Ça, c'est vrai, c'est une chance formidable. Le petit inconvénient, c'est qu'en effet, on connaît un peu comme le loup blanc. C'est pas inaperçu. À l'âge de Google et d'Internet, je passe moins inaperçu. Voilà. Donc c'est vrai que quand j'atterris à l'aéroport de Misrata, je suis fliqué, suivi, à la trace par des réseaux turcs et qataris qui me font pas de cadeaux. Pareil probablement quand je suis dans les tranchées ukrainiennes. Je pense que ceux d'en face, les Russes, ils savent que je suis là, ils savent que je suis pas leur ami. Poutine, je suis interdit de séjour depuis 10 ans maintenant en Russie. Je suis blacklisté, je peux pas prendre un avion ni pour la Biélorussie ni pour la Russie. Donc voilà, il y a les deux aspects. Alors la sécurité là-dedans, je vais vous dire, évidemment, je me pose la question et je fais très attention. Mais les gens dont je parle, à la rencontre de qui je vais, sont tellement plus en insécurité que moi. Ils vont tellement plus le rester. Moi, je ne vais pas rester. Moi, je fais 3 petits tours et puis je m'en vais. Je passe 8 jours, 10 jours, parfois moins, parfois 5. Puis je m'en vais. Et vous restez en contact avec eux, en revanche, quoi. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Aussi, vous essayez de jouer les émissaires, quoi, quand vous le pouvez, pour faire passer les messages. Oui, pour 2 raisons. 1, celle que je vous ai dite là tout à l'heure, et 2, parce que je suis un homme, quoi. Je suis un humain et je suis pas en fer, je suis pas, et que je suis bouleversé et que quand je rentre d'Afghanistan et que j'ai rencontré des jeunes femmes journalistes dévoilées, libérales, qui ont appris le prix de la liberté et que je sais qu'elles vont retomber sous la botte des talibans là dans 15 jours. Qu'est-ce que je vous dis? Je leur téléphone, je suis en contact, j'échange, j'essaie certaines de les convaincre peut-être de venir passer quelques mois en Occident. Bien sûr, je reste en contact. Et vous voulez alerter parce que la planète continue de flamber, quoi. Il y a 40 ans, 50 ans, on se disait on va vers un monde meilleur, peace and love, etc. Aujourd'hui, quand on le voit à travers votre reportage dans l'ensemble de ces pays, c'est pire que de la barbarie. Somalie, par exemple, Mogadiscio détruit. On le voit très bien dans votre sujet. Mogadiscio, oui, là aussi, vraiment, ça me ferait plaisir qu'on voit ces images le moment venu, parce que j'avoue que j'ai été moi-même, j'ai vu des théâtres de guerre, j'ai vu des villes détruites, j'ai vu des villes fantômes, j'ai fait ça toute ma vie. J'avais fait il y a quelques années une série pour Le Monde, le journal Le Monde, sur les guerres oubliées. Mais les images de Mogadiscio que j'ai rapportées pour ce film-ci, celui d'aujourd'hui, j'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu une ville entière fantôme, une ville entière où il n'y a pas un immeuble sur pied, une ville où un journaliste n'a pas un hôtel où dormir parce que tous les hôtels ont été explosés par des voitures suicides ou, dans certains cas, par lors de votre visite, d'ailleurs, il y a une attaque à la voiture suicide. Une attaque à la voiture piégée, qui vise très près de nous. Voilà. Des gens, des concierges, des réceptionnistes d'hôtels qui se sont sautés eux-mêmes avec une ceinture piégée. Cette ville-là, cette espèce d'enfer sur terre qu'est Mogadiscio, j'ai beau avoir l'âge que j'ai, avoir vu tout ce que j'ai vu dans ma vie, je n'avais jamais vu ça. Et je crois,
il me semble que c'est important que les Français ou les Américains qui ont traversé la crise du Covid, qui sont obsédés, qui ont raison, qui sont préoccupés par leur retraite. Vous dites que vous semblez dire que c'est minime par rapport à ce qui existe là. Je dis pas que c'est minime, mais c'est vrai qu'il faut prendre de la hauteur peut-être. Tous les reporters de guerre, quand ils rentrent chez eux, ils ont un moment de déphasage. On est déphasé. Et c'est vrai que dans ce film, quand je reviens au moment des Gilets jaunes, en gros, et que je reviens des massacres du Nigeria, où j'ai vu des femmes dont on avait découpé le bras en rondelles à la machette, et que je vois Paris en flammes, par l'Arc de Triomphe tagué ou saccagé, pour une histoire de taxe carbone, et évidemment beaucoup plus, je sais bien. Bah oui. Je sais. Mais je peux pas m'empêcher quand même d'avoir ne pas comprendre cette escalade de violence, d'avoir du mal à comprendre la violence des Black Blocs en France, la violence à l'époque de certains autres. La colère, oui, mais pas la violence. Oui, je dis pas que je la comprends pas, je dis juste dans le film, c'est un film honnête, c'est mon journal. C'est mon journal de l'année 2020. C'est le journal d'un mec qui, pendant le Covid, décide de ne pas se confiner le cerveau, décide de ne pas céder à une overdose de soi-même, comme on était tous entre nos Instagram, nos fours à micro-ondes et nos appartements. Donc je décide d'aller voir, de continuer Vous avez pu avoir des autorisations à aller voir ailleurs. Alors que pour beaucoup, on ne pouvait pas se déplacer, quoi. Je sais, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai pas de mérite. J'ai une chance que n'ont pas beaucoup de journalistes, c'est qu'en effet, j'obtiens des autorisations. Allez, on poursuit dans un instant une autre idée du monde, ce film de Bernard-Henri Lévy, et puis Sur la route des hommes sans nom aux éditions Grasset. On poursuit jusqu'à 10h. Vous pouvez appeler 0826 300 300. Parce qu'il y a beaucoup de lui aussi dans ce livre, donc si vous voulez lui poser des questions sur sa vie personnelle, il en parle. À tout de suite. Confiance en lui et de s'ouvrir aux autres. Ses résultats scolaires s'en ressentent, ce qui éveille de nouvelles ambitions. Préparez dès aujourd'hui l'avenir de vos enfants. Campus La Salle Saint-Christophe, collège, lycée général, technologique et professionnel. Rencontre sur rendez-vous samedi 5 juin de 9h à 12h30. Info sur campuslasallechristophe.fr. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h36, Bernard-Henri Lévy est avec nous sur la route des hommes sans nom aux éditions Grasset. Je voulais revenir avec vous sur une tendance. La tendance en ce moment, c'est le souverainisme. Vous, c'est l'internationalisme. Est-ce qu'on se rend pas toujours compte finalement que l'humanitaire est finalement une menace pour la paix chez nous et à l'international ? L'humanitaire est une menace pour la paix, c'est-à-dire l'humanitaire, si on ne le gère pas, c'est une menace. Ah ben naturellement. Mais ça d'ailleurs Macron l'a bien dit dans son voyage en Afrique, dans son voyage au Rwanda puis en Afrique du Sud. Évidemment qu'on paiera le prix d'une manière ou d'une autre, bien sûr. Mais le fait qu'on se replie sur nous-mêmes, est-ce que c'est une erreur ? C'est une erreur morale, c'est une erreur géopolitique et c'est une erreur politique. Morale, parce qu'il n'y a qu'une humanité, comme je le disais tout à l'heure. Géopolitique, parce que si on se replie, on crée un vide. Si on crée un vide, d'autres le remplissent. Les autres, c'est les Chinois, les Russes, les Turcs, les Iraniens et les islamistes radicaux qui ne sont pas nos amis. Et politique, parce que ça va créer un ressentiment, une haine dont seront nourris, dont se nourriront les pires phénomènes. Oui, mais donc quand vous dites se replier, c'est par exemple au Mali, ça pourrait être le cas dans toute cette région du Sahel. Est-ce que ça veut dire que c'est un échec aussi de l'aide au développement depuis 40 ans, 50 ans, et que finalement on ne s'en est pas préoccupé, on a accueilli des populations tant bien que mal ici sur notre territoire, par exemple en France, et que ça c'est une erreur, quoi. Moi je crois qu'il faut faire les trois. Ouais. 1, le droit d'asile, parce que ça c'est la définition de l'Europe. 2, l'émigration. Le véritable asile, quoi. Le véritable asile. 2, l'émigration, l'immigration quand ça marche et quand ça répond à des besoins de la société, de l'économie française, etc. C'est une immigration choisie, alors ? Pas choisie, une immigration qui respecte les grands équilibres politiques et républicains des pays. Mais troisièmement, ce que vous appelez l'aide au développement. C'est-à-dire, en effet, faire que
un pays comme la Somalie, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ne soit pas cet enfer dont les habitants n'ont qu'une envie, c'est de partir. Et faire marcher la diplomatie pour empêcher, par exemple, cette abomination qui est la guerre de Syrie. La moitié... Moi, j'étais à Lesbos pour ce film. Oui, en Grèce, oui, bien sûr. En Grèce. Le camp de Moria sur l'île de Lesbos, en Grèce. La moitié des réfugiés de Lesbos étaient des gens qui avaient fui la guerre de Syrie. Qui avaient été vomis, littéralement, par Bachar el-Assad, puis par Erdogan. Attendez, la première chose à faire dès 2011 ou dès 2012, c'était de faire marcher l'ONU, de faire marcher le Conseil de sécurité pour arrêter cette espèce d'immonde boucherie. On avait un quart ou une moitié moins de réfugiés sur l'île de Lesbos. Donc il faut faire marcher les quatre choses à la fois. Est-ce que c'est la voix de la France que vous allez représenter aussi quand vous allez sur le terrain, et est-ce qu'elle est encore aujourd'hui entendue véritablement? Parce que la France n'a plus le même rayonnement qu'elle l'avait. Il y a des scènes dans ce film, alors en effet qui sont peut-être ridicules, d'ailleurs j'en sais rien, mais il y a des scènes où en effet je parle en français, non seulement en langue française, mais en français avec un grand F, comme un Français, au nom de la France. Et je suis très fier quand je m'adresse à une foule arabe à Benghazi, quand je m'adresse à des pauvres dames chrétiennes au Nigeria qui vivent dans la terreur de Boko Haram. C'est vrai que elles ont l'impression, et je leur donne pas tort, que c'est un minuscule petit bout de la France qu'elles ont là en face d'elles. Il y a une notion qui est très controversée parce qu'elle peut faire usage à des motivations politiques, le droit d'ingérence. Et finalement, est-ce que vous êtes favorable à ce droit d'ingérence? À fond, parce que le contraire du droit d'ingérence, ça veut dire le fameux mot de Goebbels, charbonnier et maître chez soi. Ça veut dire les tyrans font ce qu'ils veulent de leur peuple. Le contraire de l'ingérence, c'est un dictateur à l'intérieur de ses frontières peut faire ce qu'il veut. Il peut liquider sa population, il peut la vider comme un évier, voilà. Ben non, moi je suis contre ça. Et le droit d'ingérence, ça veut dire que la démocratie est une valeur universelle. Et je crois très profondément que la démocratie est une valeur universelle. Allez, Guy est avec nous de Paris. 0826 300 300. Bonjour Guy. Bonjour. Bonjour Sud Radio, merci encore pour cette belle émission. Bonjour Monsieur Bernard-Henri Lévy. Bonjour monsieur. Merci pour le travail que vous accomplissez depuis des années. Alors tout d'abord, me permettre de répondre aux gens qui sont permis de dire que vous étiez en train de vous mettre en avant. Ces mêmes personnes ne font pas de reproches à cet acteur qui se suspend au-dessous d'un hélicoptère de se mettre en avant. Et lui ne prend pas de risques. Tandis que vous prenez beaucoup de risques. Et vous consacrez votre vie pour la défense de l'humanité. Ça, c'est déjà une première chose que je souhaitais mettre en avant. La deuxième, j'ai 70 ans, j'étais dans une unité parachutiste quand j'avais 20 ans, donc il y a 50 ans. Donc on était entraînés à avoir des alertes et à faire des actions. Je pensais que ça allait s'amplifier de par la constitution de l'Europe. Et l'Europe a tout loupé. Parce qu'à l'époque, le peu de pays d'Europe qui existaient pouvaient mettre leur armée en commun, et quelle que soit la force de ces armées, et ensuite, par les autres pays venant aussi, amener ces armées et mutualiser l'armement et intervenir sur l'extérieur. C'est une obligation. Si vous avez de la gangrène sur l'extérieur, vous pouvez être sûr que vous aurez de la gangrène qui viendra à l'intérieur, et c'est ce qui arrive. Voilà, ça c'est une chose. Parce que c'est une horreur. Donc votre remarque et une question, c'est l'Europe a raté un petit peu, c'est ça, une occasion? Tout. Ça ne coûtait pas un sou, puisque chaque pays possédait déjà une armée quelque peu plus ou moins forte. Sauf l'Allemagne, à qui on interdisait, évidemment. Oui, mais attendez. C'est le pays majeur au cœur de l'Europe, quoi. À l'époque, c'était pas le pays majeur. Il y a 50 ans, c'était pas le pays majeur au cœur de l'Europe. La France avait déjà une bonne tenue. Nous n'avions pas l'endettement que nous avons maintenant. Nous avions une bonne puissance. Et nous avions l'Angleterre aussi. Voilà. Donc ça nous aurait permis aussi de tenir un peu la dragée haute à des gens comme Poutine et au futur président turc de maintenant. Bernard-Henri Lévy va vous répondre. Est-ce que l'Europe s'est ratée à ce niveau-là ? Oui, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors j'en tire peut-être pas la même conclusion. Pour moi, la conclusion, c'est qu'il faut évidemment aller de l'avant. C'est qu'il ne faut pas moins d'Europe, il faut plus d'Europe. Voilà. Mais c'est vrai, monsieur, vous avez raison.
la défense, le bras de fer avec Poutine, le bras de fer avec Erdogan, ça fait partie des sujets que la France ou l'Italie ou l'Allemagne sont incapables de régler seuls. Voilà. C'est comme le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, c'est comme la lutte contre le réchauffement climatique, c'est comme la lutte contre la finance folle ou sale. Tous les grands sujets d'aujourd'hui, la bonne agora, le bon champ de délibération, on peut le regretter, mais c'est comme ça. C'est plus la nation, c'est l'espace européen. Et la défense, vous avez absolument raison, c'est le domaine par excellence où ça ne peut marcher que si on fédère, si on mutualise, si on met en commun les 27 nos moyens. Allez, on poursuit dans un instant avec vous, Bernard-Henri Lévy, et on reviendra aussi sur toutes ces questions. Il y a un autre auditeur qui est en ligne, et l'islamisme radical. On l'évoquera parce qu'il est très souvent montré aussi dans vos films, dans les situations que vous dénoncez. Carte chez Carrefour Assurance, location, spectacle et voyage. Carrefour Banque. Carte de crédit ou règlement comptant, délai de rétractation de 14 jours. Conditions et remises sur carrefour-banque.fr. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et ça continue jusqu'à 10h avec Bernard-Henri Lévy, philosophe, écrivain, cinéaste, reporter sur la route des hommes sans nom aux éditions Grasset. Ces dernières années, le peuple kurde s'est opposé largement à Daesh. Est-ce qu'on a une dette aujourd'hui toujours impayée face aux Kurdes ? Bah oui, une dette, c'est évident. Un minimum. Ils se sont battus pour nous. À notre place, enfin avec nous, mais bien souvent à notre place. C'était nos fantassins de première ligne dans la guerre contre Daesh. Et impayés, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que dès qu'ils ont eu gagné la guerre, dès qu'on a cru qu'ils ont eu gagné la guerre, parce qu'en fait Daesh n'est pas mort, qu'est-ce qu'on a fait ? Les Kurdes syriens, on les a abandonnés à Erdogan, c'est le retrait de Trump, et les Kurdes irakiens, ils ont fait ce référendum d'autodétermination, on les a laissés tomber comme des carpettes, comme des chaussettes. C'est une des trahisons les plus scandaleuses de l'histoire. Ils avaient manifesté l'année dernière, en 2019 je crois. Aujourd'hui, il ne s'est pas passé grand-chose. Non, il ne s'est pas passé grand-chose parce que, d'une certaine manière, vous savez, c'est un dicton moi, que j'ai si souvent entendu et qui est dans le film d'ailleurs. Un personnage dit ça, les Kurdes disent, nous avons nos seuls vrais amis, c'est les montagnes. Qu'ils ont d'ailleurs magnifiques, les montagnes. Ouais. Donc il y a cette espèce d'accoutumance là. Mais nous, on ne doit pas être accoutumés. Moi, ça me révolte. Ouais, et vous avez vu beaucoup, d'ailleurs, là-bas, des islamistes français qui sont détenus. Alors j'ai rendu visite au Rojava, et ça je le montre également dans ce film-là qu'on voit le 22 juin sur Canal. Je suis allé voir dans leurs cellules les Français qui se sont rangés derrière Daesh, qui se sont battus avec Daesh et qui ne sont pas morts, qui ont été capturés sur les champs de bataille. Ouais. Je les ai vus, je les ai interviewés, ils sont là, ils ne regrettent rien. Ouais. Il y en a un notamment que je vois dans sa cellule Oui, parce qu'un certain nombre tournent le dos, mais il y en a un qui vous fait face. Il y en a un qui accepte de me parler. Même si vous avez une cagoule, normalement vous ne reconnaissez pas. Ce qu'on ne voit pas hors champ, mais qui est dans les roches, c'est que c'est des Français donc, et malgré le fait que mon caméraman et moi avions des cagoules, ils m'ont reconnu. Ils m'ont reconnu à ma voix, peut-être, je ne sais pas. Et la plupart se sont tournés, n'ont pas voulu parler à l'ennemi sioniste et aux Juifs Lévy. Il y en a un qui a accepté de me parler, mais je crois que c'était pas le plus humaniste de tous. Personnage bizarre, franchement. On le voit dans le film. Dans le film, Philippe est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Philippe. Bienvenue. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour à Monsieur Bernard-Henri Lévy. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis très content de vous entendre. Et je voulais déjà aussi dire respect, aussi comme dit tout à l'heure à l'égard de M. Lévy. C'est vrai que respect parce que d'aller jouer sa vie sur les terrains pour nous montrer la misère ailleurs que chez nous, bravo. Ça c'est déjà une chose, c'est respect. Merci monsieur. Voilà. Ça, merci infiniment. Voilà. Après, je suis né, moi, en Afrique. Je suis blanc. Mes parents ont travaillé à l'export. Maman était institutrice. J'ai vécu 20 ans. Et je voudrais compléter avec M. Bernard Lévy vos
votre analyse de la situation et dire, voilà, pour moi, je sais pas, hein, je peux me tromper, mais de ce que j'ai vécu en 20 ans, on vit des guerres de colonies encore, enfin c'est des guerres de colonies qu'on vit aujourd'hui, les problèmes de tous ces pays, c'est soit des guerres de colonies par pays interposés, soit des guerres de religion. Par pays interposés. On en a souffert énormément là-bas. On a changé de pays à chaque fois par rapport à tous ces problèmes. J'en veux pour exemple aussi, c'est pareil le chômage, le chômage, les peuples qui petit à petit sont dans ces pays-là, on fait rien. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Philippe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'échec de l'aide au développement pour évidemment sortir de la crise économique ces pays. Alors, je reprends votre question. Est-ce que finalement, donc, vous dites c'est guerre de religion ou guerre encore de colonie, ce que disait Philippe. Qu'est-ce que vous avez vu? Guerre de colonie, non, je crois pas. Je crois, monsieur, il me semble que c'est trop facile et ça exonère trop facilement les dirigeants de ces pays-là de leurs responsabilités quand on ramène ça éternellement aux guerres coloniales. Vous savez, j'ai couvert la guerre civile, la guerre contre les civils en Angola. Je suis allé au Rwanda. Je suis allé quelques années après le génocide du Rwanda au Burundi, où menaçait un génocide de même genre. C'est pas l'héritage colonial. Il y a un peu ça, bien sûr, parce que c'est vrai que le colonialisme belge au Rwanda et au Burundi a un peu exagéré, accentué ou même construit culturellement les stéréotypes raciaux ou tout aussi. Mais enfin, le fond de l'affaire, c'est quand même des élites corrompues, des projets politiques génocidaires, et puis des salopards africains, comme il y a eu des salopards en Allemagne dans les années 30. Et parfois nous étions derrière, quoi, aussi. La France comme d'autres pays, quoi, ce que vous dites là. Et parfois, oui. et parfois, parce que le monde est un, parce que la géopolitique existe, et ça, le président Macron l'a très bien dit au Rwanda, dans l'affaire du génocide rwandais, la France a une responsabilité par le fait que elle a été alliée du régime Habyarimana, par le fait qu'elle a exfiltré les génocidaires, par le fait qu'elle n'a pas entendu les appels des ONG, des observateurs, ainsi de suite. Ouais. Mais enfin, c'est pas des guerres coloniales. Ouais. Voilà. Et guerre de religion aussi. Dans certains cas. Je le disais tout à l'heure, vous dénoncez beaucoup l'islamisme radical. Dans certains cas, oui. Alors, au Nigeria, c'est un... Moi, je crois que même ce qu'on appelle aujourd'hui les guerres de religion, ce sont des guerres en réalité politiques. Parce que c'est un islam politique, c'est un islam totalitaire, c'est un islam de guerre qui s'oppose, alors tantôt à des musulmans modérés, ou tantôt, comme au Nigeria, à des chrétiens, pour les exterminer. Mais pour moi, c'est au fond... On ne comprend pas ces phénomènes-là en Afrique ou ailleurs, d'ailleurs, si on sous-estime la dimension politique. L'islam radical, c'est une forme de fascisme. Oui. Et le fascisme, c'est de la politique. Rapidement, est-ce qu'on peut croire en l'unité du genre humain ? Il faut y croire. Il faut y croire. Et en effet, c'est une question qui est débattue depuis des siècles et des siècles. Qui ne devrait pas l'être, parce que la civilisation judéo-chrétienne, elle est bâtie sur cette idée de l'unité du genre humain. La grande différence entre le monothéisme juif, chrétien et musulman d'ailleurs, et le paganisme, c'est ça, c'est que le paganisme pense qu'il y a plusieurs origines, plusieurs souches à l'espèce humaine, qu'il y a plusieurs génies fondateurs de l'humanité. Le monothéisme judéo-chrétien pense qu'il n'y en a qu'un. Nous sommes tous les fils d'Adam, nous sommes tous les descendants des grands prophètes, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et des prophètes. Donc, normalement, il ne devait pas y avoir de débat. Sauf que, bien sûr, il y a des hérésies à l'intérieur du christianisme, des hérésies à l'intérieur du judaïsme et des hérésies politiques qui s'appellent alors ces phénomènes dont on parlait tout à l'heure et qui mettent en cause ce postulat monogénétique, si j'ose dire, qui est le
cœur même de la civilisation judéo-chrétienne à laquelle moi je suis immensément attaché. Eh ben, on gardera cette note positive pour la fin. Sur la route des hommes sans nom, c'est le livre et une autre idée du monde donc, qui va sortir sur Canal le 22 juin. Bernard-Henri Lévy, c'est les 100 ans d'un mot en 30 secondes, c'est les 100 ans de la radio cette semaine. Est-ce que vous avez un souvenir marquant de la radio ? Celui-ci. Oui, mais j'en ai tout de même de plus anciens. Je crois que la première fois où je suis passé à la radio, il me semble, mais alors vraiment ça me vient comme ça, c'était avec votre consoeur Michel Cotta sur RTL ou Europe, je ne sais plus. À mon avis, elle devait être sur RTL un après-midi en 1977. Je crois que c'est la première fois où je suis passé à la radio. Mais sinon, vous aviez l'oreille collée à la radio dans votre jeunesse auparavant, ou même encore aujourd'hui en mai 68, je fais partie de cette génération d'étudiants qui en effet, comme Fabrice à Waterloo, suivait le déroulement des événements de mai. Il n'y avait pas de drone à l'époque, il n'y avait pas de Google Earth, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait Europe 1. On avait Europe 1 à l'oreille. Il y avait deux choses. Il y avait un journal qui sortait, qui s'appelait Combat, le combat de Philippe Tesson, d'Henri Smadja et de Philippe Tesson. Et il y avait une radio que tous les étudiants contestateurs de l'époque avaient collé à l'oreille, c'était Europe 1. Et je crois d'ailleurs que le grand moment de naissance et presque de fondation d'Europe 1, c'est ce moment-là, ce beau moment-là. Et j'en ai un souvenir impérissable. Mais sa préférée, c'est Sud Radio. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'avoir été avec nous. Et salut à Sud Radio. Valérie Expert. Valérie